C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast de IGN France qui vous fait rêver. Bonjour Éparcurien. Bonjour à toi, bonjour tout le monde. Et bien sûr, bonne année tout le monde, puisque c'est le premier podcast de l'année et on est heureux de vous retrouver en 2018 sur Rien que d'y penser. Et aujourd'hui, pour commencer cette année, on va voyager. On va partir en Floride, on va partir vers Walt Disney World pour parler des 35 ans de Epcot. Et pour ça, on est ravis d'accueillir Jean-Philippe de Destination Walt Disney World. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à toi et félicitations, j'ai cru comprendre que c'était la 500e du podcast Destination Walt Disney World. Tout à fait, oui, on a effectivement diffusé le 500e épisode il y a quelques jours à peine, un petit peu, en fait, le jour même de Noël, en fait. Puis, une portion de cet épisode avait même été enregistrée du côté de Epcot, justement, qu'on va parler plus tard aujourd'hui. Donc, parfait. Oui, ça avait été enregistré avec une cinquantaine d'auditeurs. Là. On avait fait un voyage spécifiquement pour célébrer le tout du côté de Disney. Donc, on s'était gâtés. Très bien, vous aviez bien raison. Félicitations. Est-ce que tu veux te présenter en particulier Oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis fan de Disney depuis toujours. Là. Première visite du côté du Walt Disney World en 82. Donc, depuis ce jour, j'y vais, disons, régulièrement, même parfois plusieurs fois par année. Puis j'anime depuis 5 ans, justement, le podcast Destination WDW qui est consacré au parc Disney, principalement ceux de la Floride. Et depuis quelques années aussi, je suis maintenant conseiller voyage, expressément là, pour les voyages à Disney. D'accord, c'est un beau programme tout ça, mine de rien, oui, ça occupe. Oui. Ça occupe. Ça occupe. C'est donc avec Jean-Philippe qu'on aura le plaisir de parler de Epcot, mais pour commencer ce podcast, comme d'habitude, on va aller vers les actualités. Alors les actualités, ça commence toujours par le point réhabilitation. Alors, Éparcurien, qu'est-ce qui nous est prévu en ce début d'année ? Eh ben, comme on l'avait dit, c'est un peu la saison creuse là qui commence avec, ils en profitent pour fermer les attractions qui ont un peu des soucis au niveau des intempéries en extérieur, tout ça. Donc, beaucoup de fermetures à partir du 8 janvier, donc de lundi. On note notamment les bateaux de Frontierland, donc Thunderbolt, Mesa, Riverboat Landing, Autopia et Strand Tour qui ne rouvriront que le 10 février, Dumbo qui ne rouvrira que le 17 mars. Casey Junior et le Pays des Contes de Fées, c'est pour le 31 mars. Et deux autres points un peu différents, donc le Frontierland Depot, donc la gare du train à Frontierland, elle, on ne sait pas trop quand elle va rouvrir en fait, puisque il y a la démolition du Chaparral Theater sur laquelle on va revenir tout de suite. Donc ça va sans doute durer un bon moment quoi, sa fermeture. Idem oui, parce pour que c'est juste à côté. Ouais. C'est ça, donc idem pour Phantom Manor, on sait que ça devrait rouvrir à l'automne normalement. Ok, ouais, c'est la fameuse très grosse réhabilitation, c'est Phantom Manor, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on a hâte de voir ce qu'il nous prépare. Quoi, oui. Ouais. Du 22 janvier au 17 février, là c'est la galerie de la Belle au Bois dormant, donc rien d'exceptionnel, sans doute passer un coup de poussière là-dedans. Donc c'est-à-dire dans le château. Hein. C'est ça. Ok. Et Mickey et le magicien, comme d'habitude, ils font leur relâche. Oui, c'est ça. Donc, contrairement à Animagic qui n'avait pas de relâche, Mickey le magicien, donc dès lundi, fait sa relâche jusqu'au 31 mars, ce qui fait quand même presque 4 mois en fait, sans le plus beau spectacle du parc, aisément. Donc, oui, c'est vrai. C'est pas mal. Ça fait une bonne relâche et puis c'est sans doute l'occasion de renouveler quelques. D'autant qu'il y avait quelques problèmes techniques récemment avec pas mal de séances qui ont été interrompues en cours de spectacle. Le fameux Mickey parlant qu'on voit une fois sur 4. Donc peut-être qu'il y a moyen de revoir un peu tout ça. Effectivement. Ok. Alors on rentre maintenant dans les grosses annonces qui vont nous arriver et la prochaine échéance pour le parc parisien, c'est bien entendu la saison de la Force qui commence le 13 février et qui durera jusqu'au 25 mars, à moins que, encore une fois, ils l'étendent un peu plus tard. Oui, c'est ça tout à fait. Donc a priori, pas de gros changements. On note quand même que les spectacles seront revus, retouchés et intégreront notamment des séquences des derniers Jedi. L'autre nouveauté, c'est qu'il y aura
donc une reproduction en grande échelle, je cite, donc on sait pas si c'est vraiment grandeur nature ou pas, du fameux Jedi Starfighter, hein, donc de la prélogie, qui est réalisé par la 501e Légion française, donc des fans de Star Wars. Donc c'est toujours un petit peu étrange, je trouve, de voir des créations de fans dans un parc Disney. Après, pourquoi pas en soi, mais c'est étonnant. Il y aura aussi donc sera présenté à l'occasion d'une exposition exceptionnelle de véhicules de la saga à Disneyland Paris. Je cite, tout ça vient du Facebook. Donc on sait pas trop exactement où, si ça se trouve même pas dans le parc Walt Disney Studios. Justement, ils mettent pas mal l'accent sur le fait que ça sera à tout Disneyland Paris. Ils reparlent évidemment de Star Tours 2 et d'Hyperspace Mountain. Donc on verra un peu ce que ça donne. La 501e, alors effectivement, ce ne sont que entre guillemets des fans, mais ils sont super organisés et c'est les meilleurs cosplayers du monde. Les mecs, ils font des trucs de malades et je trouve ça cool. Moi, au contraire, c'est peut-être étonnant effectivement pour du Disney de faire ça, mais je trouve ça cool qu'ils les laissent venir et laissent montrer leur expertise de cette façon parce que au moins on sait que ce sera bien, quoi. Non, on se souvient qu'ils avaient participé notamment au défilé de la Star Wars, de la soirée Star Wars. Ouais. Et c'était super. Ça cool. en jetait vraiment énormément, quoi. Ils sont très très bons pour ça. Autre nouveauté également, donc comme tu le disais, l'année dernière, ça avait été un peu prolongé la saison de la Force dans le parc Walt Disney Studios. Cette fois-ci, a priori, c'est pas encore confirmé, mais donc la marche du Premier Ordre et la patrouille des Stormtroopers continueraient, mais cette fois plutôt à Discoveryland jusqu'à fin septembre. Ah, donc la saison de la Force, elle se passe dans les deux parcs cette fois. Ouais, mais là pour le coup c'est genre vraiment après la saison de la Force, tu vois, genre ils déportent un peu ces spectacles-là à Discoveryland, sans doute devant Star Tours, ce qui serait pas mal, et ça permet aussi de continuer sans empiéter sur Marvel qui va venir cet été, donc parce que sinon ça aurait été sans doute compliqué de faire cohabiter les deux dans ce petit parc. Vrai, et c'est pas plus mal de mettre un peu d'activité au fond de Discoveryland, il y en a besoin. C'est sûr. Mettre en avant Star Tours aussi, c'est toujours cool. Effectivement. Ok, voilà pour la saison de la Force. Le festival des pirates et princesses. On commence à avoir des infos à propos de ce festival qui se tiendra, lui, au printemps, donc dès la fin de la saison de la Force, le 31 mars jusqu'au 31 mai. C'est ça, donc c'est un peu le remplaçant de la saison printemps qu'on avait eu il y a 2 ans, puisqu'on l'a pas eu l'année dernière avec les 25 ans. Donc là, une grosse animation surtout qui a été présentée, et qui est assez intéressante et particulière là, parce qu'elle... c'est tout simplement 2 chars en fait qui vont partir de gros chars, donc type char de parade, mais a priori plus gros, difficile à dire. Donc il y en a un qui sera sur les pirates, un autre sur les princesses, et ils partiront en fait des 2 extrémités de la route de la parade, donc un de Fantasyland, l'autre de Town Square, tu vois, donc séparés. Ils feront un arrêt à mi-chemin vers Central Plaza, donc devant le château. Avant donc de se rejoindre, ils feront un arrêt où ils essaieront entre guillemets de recruter des visiteurs pour les avoir dans leur camp. En fait, tu vas avoir une espèce de pseudo-guerre entre les pirates d'un côté et les princesses de l'autre. C'est marrant ça. Et tout ça va se retrouver à Central Plaza, où ils vont un peu se battre à coups de chorégraphie. Donc ça s'appelle Pirate ou Princesse Disney à la croisée des chemins. Ils se sont un peu explosés là sur la créativité du nom. Au niveau des personnages un peu annoncés, donc au niveau pour les princesses, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on aura Cendrillon, Belle, Réponse et Vaiana aussi, qui est pas une princesse Disney pur jus, mais qui sera aussi là, et qu'elles sont emmenées par Mickey. Donc je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il faut un homme pour diriger les femmes, ils sont un peu sexistes là-bas. N'importe quoi. Et sur le char pirate, il y a un truc assez étonnant, c'est qu'il y aura le capitaine Crochet, Mouche, Peter Pan, Wendy et Minnie en flibustière, donc déjà c'est étonnant, et ils se battront un peu entre eux, donc c'est assez étonnant parce que d'un côté tu as les princesses où t'as entre guillemets que des gentils, et les pirates où ils se battent entre eux. Je sais pas, je tente de voir ce que c'est, je dis ni du mal ni du bien, hein, de toute façon on est dans l'attente. Autre point à souligner, il y aura le héros du dessin animé de Disney Junior, Jacques et les pirates du pays imaginaire, donc pour le bonheur de plus petits comme des plus petits. Il y aura évidemment dans la saison du merchandising et des choses comme ça, mais a priori ouais, vraiment, ça va vraiment s'articuler autour de cette animation. On peut se poser une question au niveau de l'interactivité, c'est pas toujours un truc qui cartonne vraiment à Paris, donc oui, effectivement, ça fait ambitieux, un peu peur quand on sait c'est ambitieux de faire comment ça se passe d'habitude. animation là-dessus, ouais.
Après, le concept, je trouve rigolo pour le coup. J'ai un peu hâte de voir l'idée de faire partir la parade de 2 endroits différents pour la faire se rejoindre. C'est très étrange. C'est ça. A priori, il y aura pas mal de danseurs, tout ça, donc ça permettra peut-être de limiter la casse si vraiment le public réagit pas, quoi. Donc il y aura pas mal de danseurs, de pirates qui se balanceront, Okay. Donc ça sera quand même a priori assez ambitieux, quoi. Ok, il doit y avoir une storyline, ça doit être pour ça que les pirates se battent entre eux, de voir une histoire, et puis à la fin c'est les gentils qui gagnent dans les 2 cas, et puis les 2 cas ils gagnent, tu vois. Ouais, il souligne un peu le fait que ce sera joué plusieurs fois dans la même journée, et que tu auras un peu le moyen de le vivre de 2 façons complètement différentes, tu vois, en suivant un char puis l'autre. Pourquoi pas avoir, oui, quoi. Ouais, c'est peut-être un moyen aussi de dire, bon, on a qu'une animation, mais au moins vous pouvez l'avoir 2 fois, quoi. Ouais, la rejouabilité de la parade, c'est ça, c'est un peu... Le New Game Plus, comme on dit. Ok, alors on continue, on avance dans l'année. Mine de rien, on a plein de choses qui sont prévues cette année et ça s'enchaîne pas mal. C'est l'été des super-héros Marvel, là, dont on commence à avoir des informations. Et cette fois-ci, donc dès la fin du festival, le 10 juin, jusqu'au 30 septembre. La fin du 25e anniversaire. Parce que c'est ça, sa clôture. 26 ans et demi, donc. Ouais, c'est ça, et sa clôture, le 25e anniversaire. Donc on a une belle liste de personnages qui se remplit un petit peu au fur et à mesure qu'ils communiquent. Je sais pas s'ils le font exprès parce que ils mettent pas l'accent dessus, mais j'ai noté pour l'instant Iron Man, Captain America, Thor, Loki, Black Widow, Star-Lord, Gamora, Doctor Strange, Scarlet Witch et Spider-Man, ce qui commence à faire une sacrée compagnie. Ah, ça va, c'est du beau monde. Donc bien sûr le chauffard du truc c'est l'Alliance des super-héros qui se jouera au Studio Théâtre, donc un peu à Cinémagique, quoi, finalement. L'histoire c'est que Thanos a trouvé le moyen de contrôler les Avengers et leurs associés et cherche à les détruire. Donc ils promettent pas mal de péripéties avec des effets spéciaux à la pointe de la technologie pour faire apparaître Hulk et Thanos notamment, puisque Hulk évidemment et Thanos donc ils sont assez grands, donc c'est compliqué de les faire jouer par des acteurs, je pense. Et puis c'est parmi les personnages les plus puissants de Marvel, donc c'est pas ça, là pour donc, déconner, quoi. Est-ce que ce sera des fameuses projections dont on parlait dans le dernier épisode qui seront possibles au niveau des murs avec tous les travaux qu'ils ont fait? Est-ce que ce sera de l'audio animatronique? Je crois pas beaucoup. Bref. J'espère des effets sans aller jusqu'à de la pyrotechnie, mais des effets un peu de fumée, de choses comme ça, histoire de donner un truc un peu classe. Je pense qu'il y aura des choses comme ça, oui. Ouais. Donc 3 thèmes un peu origine, pour faire original, donc dualité et alliance, donc forcément. Ouais, donc ils retouchent pas mal la scène, hein, comme on l'a dit, la salle, avec pour agrandir la scène sans doute, pour pouvoir accueillir plus de monde, faire des pirouettes dans tous les sens, ce genre de choses, rajouter des effets spéciaux, la salle sera un peu plus petite en termes de capacité pour pouvoir faire tout ça, et le show durera une 20aine de minutes, il sera joué plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que ouais, le Cinémagique, c'était quand même basiquement un film, il y avait plein d'interactions, d'accord, mais ça restait un film, quoi. C'est ça, Louis. Là on passe sur quelque chose qui est très différent finalement. C'était plus de l'estrade vite fait que une véritable scène, quoi. Ouais, donc il y avait du boulot effectivement pour modifier tout ça. On va voir aussi 2 shows Place des Stars pendant cet été des super-héros Marvel. C'est ça, donc sans trop élaguer dessus, on va avoir Stark qui va présenter une technologie révolutionnaire pour créer de l'énergie. Il y a Loki qui va s'en mêler, ça va mal tourner a priori, et un show de danse avec Star-Lord et Gamora, où là aussi ça tournera mal, il y aura sans doute des explications dans tout ça, et les 2 seront joués plusieurs fois par jour. D'accord. Généralement les shows Place des Stars, pour l'instant on n'a pas été forcément gâtés, donc on va espérer que ça sera pas mal cette fois. C'est ça, mais a priori ce qu'il faut souligner c'est que pour l'instant ils parlent pas de show nocturne. Oui, donc j'allais te poser la question. Ouais. Donc ça se discute, on sait pas trop si c'est prévu ou quoi. Mais à mon avis ça sera pas fait parce que un show nocturne en été c'est compliqué, faut fermer le parc très tard et pour les Walt Disney Studios c'est compliqué. Oui c'est vrai. Et bien entendu là aussi il y aura des goodies exclusifs. C'est ça, donc des goodies exclusifs, notamment des oreilles de Mickey et compagnie aux couleurs des super-héros. Ah trop beau. Et on parle aussi d'un meet and greet Captain America.
L'autre événement qui a marqué ces dernières journées et qui a plutôt bousculé les réseaux sociaux et les sites de fans, c'est le moins qu'on puisse dire, ce sont les Disney Fan Days. On a eu... alors ils nous font des annonces, une annonce par jour jusqu'au 15 janvier, donc là on est un peu en plein milieu, on a commencé à en avoir quelques-unes. Et les premières annonces, il y a des choses à dire déjà, et par contre. Ouais, effectivement, ça a fait jaser, hein, comme on dit. Ils ont dévoilé les packages, donc c'était leur toute première annonce, un peu la façon dont ils ont commencé l'année, et ils l'ont commencé en beauté. Ça a vraiment, ça leur a un peu explosé à la tronche, si je puis me permettre. Alors, le principe du base, c'est que tu vas avoir un package. Aujourd'hui, tu vas pouvoir commander ton package à partir du 15 janvier. Ouais. Et d'ici au 15 janvier, donc tu auras une annonce par jour. Le package standard coûte 413 € par personne. C'est un séjour 2 jours 1 nuit au Santa Fe inclus, donc, avec un Photopass Plus, un pins et une lanière. Donc déjà on peut se poser la question de l'utilité du Photopass Plus pour des passeports annuels, idem de donner les 2 jours 1 nuit au Santa Fe pour des passeports annuels, sachant que c'est un événement pour fans et qu'il y aura forcément beaucoup de passeports annuels et des habitués. Donc il y a d'autres packages limités qui coûtent un peu plus cher ou beaucoup plus cher que ça, entre 200 et 680 de plus. Le plus cher coûte 1095 donc. Parmi les avantages, donc je vous fais pas toute la liste sinon on en a pour 10 ans, mais en gros il y aura des brunchs VIP avec les personnages rares ou avec ceux qui auront des costumes spéciaux, des gourmandises exclusives, des ateliers de cuisine, des VIP Fast Pass, des visites guidées du parc avec des Imagineers, un salon VIP avec des repas et boissons à volonté, des goodies et des pins collector, un dîner VIP avec les Imagineers, des places VIP pour les conférences, ça fait beaucoup de VIP. Ça fait beaucoup notamment... de VIP et c'est, enfin, en vrai, c'est des vrais, des vrais avantages. C'est des vrais trucs. Le truc à noter, par contre, c'est que ça, c'est vraiment divisé en packages. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un seul package où t'as tout ça. Ah oui, d'accord. Donc tu peux prendre un package où t'as le dîner VIP, mais tu auras pas forcément le pins collector. Bon, le pins collector, si peut-être, mais. Non, mais le dîner VIP avec les Imagineers, par exemple, c'est le truc qui n'est que dans le package à 1100 €. Oui, bah évidemment. Mais si tu prends le package à 1100 €, t'as pas, je sais plus exactement quoi, mais t'as pas l'atelier de cuisine, tu vois, par exemple. Ouais, d'accord. Et les places sont parfois très limitées. Ça descend jusqu'à 16 places, tu vois, pour certains packages. Les plus chers généralement. Donc. Sachant que le plus cher, le fameux Ultime Fantastique, qui pose beaucoup de problèmes aux gens parce qu'il définit un petit peu le fan ultime. En gros, c'est celui qui peut claquer 1100 € dans un séjour au Santa Fe, sachant que le Santa Fe, c'est le moins cher de tous les hôtels d'assez loin. Ouais. Ouais, je vois le genre. Ça inclut par contre le Fan Days le Fan Days, c'est quoi en fait? C'est une soirée, c'est ça, oui. Donc c'est ce on avait déjà défini. C'est une série d'événements. Donc c'est juste la marque d'une série d'événements. Et celui dont on parle là, c'est la soirée d'inauguration qui aura lieu, on le rappelle, le premier week-end de juin. Ok. Donc pour assister à cette soirée d'inauguration, pour l'instant, on ne peut réserver que via ces packages qui contiennent une nuit d'hôtel et potentiellement plein de trucs en plus. C'est ça. En fonction du prix que tu payes. Obligatoirement, tu as le Photopass Plus, le pins et la lanière qui sont un petit peu entre guillemets de la vente forcée. Bah oui, parce que bon, le Photopass Plus. Surtout le Photopass Plus, en fait, c'est ce qui me gêne un petit peu parce que tu sais, c'est un peu le truc, on te le donne histoire de baisser le prix entre guillemets dans ton esprit, tu vois. Tu te dis ouais, j'ai tout ça pour ce prix-là, alors qu'en fait, ça leur coûte pas grand-chose de te donner un Photopass Plus. C'est histoire de diminuer le prix un peu, voilà. Ou de le gonfler artificiellement, on peut le voir de cette façon aussi. Oui, mais c'est sans doute pas le cas. C'est histoire sans doute d'absorber un peu le prix de la soirée et de donner l'impression que la soirée est pas si chère que ça, à mon avis. D'accord. Bref, au-delà de ces un peu ces frais cachés entre guillemets, t'as les conférences en fait qui ont été annoncées, qui ont été marketées, tout ça. Tu te dis que ça fait partie entière de l'expérience, quoi. C'est vraiment un des événements de l'expérience. Mais en fait, non. Donc, puisqu'il y a 2 conférences, une sur 2 filles, une sur l'Imagineering avec Tom Fitzgerald, donc le chef créatif de Walt Disney Imagineering, ce qui est très très bien, qui a notamment supervisé Ratatouille, Soarin' et bien d'autres encore, j'ai pas fait la liste. Mais en fait, ces conférences sont en option à 25 € pièce, même si tu prends le forfait à 1100 €.
Donc en gros, tu prends le forfait à 1100€ avec des places VIP pour les conférences, mais il faut encore acheter la conférence derrière à 25€. Mais c'est stupide. Bah, tu peux considérer que ça a été fait pour histoire de réserver les places, tu vois, pour pas qu'il y ait de places libres. Ah ouais. Dans ce cas-là, ça reste... Enfin, c'est difficile à faire valider. Il y a peut-être une autre moyen. Et 25€, c'est pas rien quand même. Quand tu payes déjà autant. Est-ce que t'as envie de payer 25€ pour voir une conférence sur 2 filles? Je pense qu'il y a des gens qui le feraient. Mais j'ai un problème avec 2 filles, je suis désolé. En soi, payer 25€ pour avoir une conférence avec Tom Fitzgerald, ça me gêne pas. Ah ouais, non, ça me gêne absolument pas non plus. Mais c'est après l'ajouter au prix d'entrée. Enfin, là, on va en discuter, mais ça fait peut-être très cher. Bref. Ok. En plus du prix des forfaits que j'ai donné plus haut, il faut compter 29€ de frais de réservation. Histoire de. Sachant que quand ils ont annoncé un peu les packages, ils avaient dit 19€. Oui, bon, bah, écoute, en gros, on n'était pas sûr. Ils l'ont changé en douce. Il faut savoir que c'est en fait les frais de réservation qui vont valoir pour tous les forfaits, Fan Days ou pas, tu vois. Donc ils se sont juste foirés, mais bon, de toute façon, Fan Days ou pas, j'ai envie de dire 29€ pour des frais de réservation, c'est pas mal, quoi. C'est de la bonne réservation. Ouais, t'as intérêt à avoir un beau belle dossier. Imprimante, quoi. Ok, donc ce que t'es en train de me dire, c'est que finalement les gens râlent. Oui, c'est ça. Et pourquoi ils râlent? Donc c'est pour l'accumulation de ces frais cachés. Donc ça fait vraiment super cher pour un programme assez flou finalement. Ils sont en train un peu de le préciser au fur et à mesure des annonces quotidiennes. Mais le programme, on l'a déjà dit, hein, il y aura une parade sur la bande à Picsou, ce qui est assez rigolo puisque la bande à Picsou, vu les prix, voilà. Il y aura pas du mal de un la bande à Picsou. spectacle sur Dingo et Max qui, encore une fois, est intéressant, mais entre le fait qu'on sait pas exactement l'ampleur de ces shows finalement, est-ce que ce sera, je sais pas, tu vois, genre Picsou sur 3 voitures de la Stars and Cars, ou est-ce que ce sera vraiment un truc étudié pour et vraiment classe? C'est difficile à dire et c'est toujours un peu compliqué à ce niveau-là avec Disneyland Paris, donc tu sais jamais trop sur quel pied danser. Ouais. Et aussi pour le côté incompréhensible, l'absence d'offres pour les passeports annuels. Pour l'instant, après, ce sera peut-être annoncé plus tard, hein, on ne sait pas. Mais le meilleur moyen de prendre les choses du bon côté, c'est d'attendre qu'elles se retournent. C'est joliment dit, ça. C'est ça. Donc, j'ai un peu creusé donc le fameux prix des packages parce que c'est très très flou, hein, comme je disais. Ouais. Et les prix annoncés plus haut, donc comme je le disais, sont en fait des prix pour 2. Donc 413€ c'est pour 2, mais divisé par 2. Donc ça part du principe que tu seras 2 dans une chambre au Santa Fe. D'accord. En gros, si tu y vas tout seul, tu paieras sans doute pas 413€, mais plus, puisque tu as une chambre pour toi tout seul. D'accord. Bref, en décortiquant, on arrive un petit peu en comparant avec les prix d'une chambre pour cette nuit-là, donc du premier week-end de juin, on arrive à 505€ pour un séjour 2 jours 1 nuit au Santa Fe. Donc, tu ajoutes les 70€ du photopass. Tu pars du principe que la lanière et le pins, ça coûte, 50-60€ puisqu'il y en a 2. C'est déjà du bon. Il y en a 2. Ça, Là, on part vraiment sur un truc pour 2. Après, c'est Disney. Les pins, c'est pas donné non plus. Ok. La soirée, donc, reviendrait environ à 110€. 110€, 130€. Et ça, c'est en package. D'accord. Et donc, pour le prix des fameuses billets seuls qui seront vendus, je le rappelle, à partir d'avril. Donc, pour juste accéder à la soirée d'inauguration, il y aura des prix, donc il y aura un billet, ce sera possible d'acheter ça individuellement. On n'a pas le prix officiellement. Mais on n'a pas le prix, et donc toi t'as calculé que ça coûterait à peu près? J'ai calculé que là, en fait, inclus dans le séjour, ça coûte environ 110-130. Ouais. On peut supposer que dans un package, tu fais une réduction. Et on peut aussi supposer, du package, on peut aussi supposer, comme on l'a dit, que le photopass, tout ça, ça sert un petit peu à absorber le prix pour qu'il paraisse moins cher. Ouais. Donc, selon moi, en réfléchissant un petit peu, je me dis que ça paraît impossible que ce soit à moins de 130€ avant réduction passeport éventuelle. Ok. Et ça ne m'étonnerait pas outre mesure que ce soit au-delà, donc 150, 170, 200, peut-être 150. Ouais. 200, il y a une question parce que je sais pas trop, quoi. Mais 150, ça me surprendrait pas outre mesure. Et là, tu te dis,
le show Dingo et Max et la parade, ils ont intérêt à être super bien pour pas que t'aies les boules dans la soirée à te dire mais où sont passés mes sous, quoi. Parce qu'on rappelle que ça, t'auras le droit à rien, tu vois. T'as pas un repas avec, t'es pas sûr de rencontrer des personnages, tu sais. D'ailleurs, on sait pas du tout comment ça va être organisé, les personnages. Parce qu'il y en aura entre 40 et 50, ils ont dit. Dans le parc Walt Disney Studios, tu les mets où au bout d'un moment? Est-ce qu'ils seront à 50 en même temps? Est-ce qu'il y aura des roulements? Est-ce que par exemple au moment où tu n'auras pas les personnages que tu veux voir, avec ton billet que tu as payé 150 €, il y aura peut-être pas la conférence de Tom Fitzgerald que tu veux voir en même temps qui coûte 25 €, donc tu vas devoir faire des choix. Bah, je pense que le but, s'ils veulent vraiment donner une expérience ultime Disney, c'est que tu puisses faire quasiment à peu près tout, mais il faut payer super cher pour le faire. Parce que ça, donc avec je me suis amusé à regarder là. En plus, quoi. Tu te souviens que la soirée Electroland, c'était minimum 68 €. Oui. Que la soirée Star Wars, le pack qui te donnait accès à Hyper Space Mountain en avant-première, c'était 64 €. Là, on est en train de parler le vrai prix de la soirée, plus, c'était plutôt 50 pour le Star Wars. Ouais. De 2 voire 3 fois plus, effectivement. C'est très très cher. Alors, ça peut vouloir dire que la soirée va vraiment être exceptionnelle, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que, en soi, moi, je dis pas que c'est super cher. Enfin, c'est cher, mais il faut voir ce qui sera proposé. Et pour l'instant, c'est surtout pas clair, en fait. C'est mon vrai reproche, tu vois, plus que le prix. Parce qu'en soi, bon, si c'est 150 €, c'est cher, mais tu peux partir du principe que c'est la soirée d'inauguration d'un événement, que ça peut vraiment être exceptionnel. Mais pour l'instant, ce qui est annoncé, tu vois, bah, encore une fois, c'est ce que je reviens sur l'exemple de la parade parce que c'est le plus parlant, tu vois, mais on nous a presque vendu 3 tricycles dans Main Street comme une cavalcade. Donc une parade, c'est quoi, tu vois? Ouais. C'est compliqué, quoi. On sait jamais vraiment sur quel pied danser. C'est difficile de dire si ça va valoir le coup. Après, il leur reste 10 jours pour faire des annonces encore. Donc au moment où vous écoutez ça, il y en a eu une en plus qu'on n'a pas eu le temps de voir. Mais normal. Donc on sait pas trop, si ça se trouve, il y aura des trucs encore exceptionnels qui vont être annoncés, je sais pas, un show nocturne sur la Tour de la Terreur, on rappelle qu'il y aura une DJ party, donc le fameux show Dingo et Max, il y a le show avec les méchants, enfin un show d'affrontement entre héros et méchants qui peut s'avérer très sympa, hein. T'auras Hercule qui va affronter Hades, t'auras Shen Yu et Li Shang, je crois. Je me trompe peut-être sur les noms, mais en gros vous avez l'idée de Mulan qui vont s'affronter, donc ça c'est pareil, ça peut être vraiment très très bien, ou ça peut être juste maxi gênant comme l'animation indestructible au Walt Disney Studios, tu vois. Oula, ouais, enfin là tu tapes sur le très très bas. J'espère pas, quoi, mais le problème c'est qu'on sait jamais trop ce qui va arriver. Bah ça peut être cool, ils ont l'air de vouloir faire, là c'est comme le festival Pirate Princesse, là leurs histoires d'affrontement, ça peut être rigolo à voir. Mais ouais. En fait il va falloir voir. Le souci c'est qu'on sait pas, mais autre détail qui peut paraître insignifiant, mais j'ai cherché, on n'a même pas exactement encore la date de la soirée. On sait pas si ce sera le vendredi soir ou le samedi soir. On peut supposer que ce sera le samedi soir, mais c'est prévu on sait à peu près quand c'est. C'est le premier week-end de juin. Premier week-end de juin. Ah oui, on l'avait dit. Mais ok. Mais ouais, on sait pas, on n'a pas d'idée des horaires aussi, parce que c'est pareil, enfin, si les soirées habituellement à Disney, ça finit avant 1h, ou à 1h, généralement. Ouais. Là, tu peux partir du principe que, vu l'ampleur du machin, ça serait pas étonnant, voire déconnant, que ça finisse à 3 ou 4 heures, tu vois. Ouais. Tu peux partir comme vis-à-vis du RER A, mais ça c'est autre chose. Ouais, mais d'un autre côté, il te conseille fortement de prendre un hôtel, tu vois, donc ça se retrouve un peu là-dessus. Ça se justifie. Ouais, mais pour faire ton brunch derrière. Ah oui, effectivement. T'as un peu la tête dans le. Ouais, c'est ça, t'as la tête dans le. Bref, ouais. Donc la prochaine échéance, c'est d'attendre. Donc bah, tous les jours, en avril. Alors là, il va y avoir les annonces. Les annonces quotidiennes, la mise en vente des packages le 15 janvier. Et en avril, la mise en vente des billets seuls, et qui, je sais pas si je l'ai dit, mais qui seront en quantité très restreinte a priori. Donc, à mon avis, ils vont pas annoncer parce que ce sera un peu une variable d'ajustement, tu vois, selon si plus ou moins de séjours partent. On met les billets d'entrée plus ou moins chers et on en sort une quantité variable selon s'il y a encore de la place ou pas, je pense, tout bêtement. Est-ce que c'est pas pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait ce truc aussi cher? C'est pour voir si les gens viennent quand même, et si jamais ils viennent pas, eh bien on ajuste.
Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas encore te mettre les gens à dos avec ce qu'ils avaient déjà fait pour les Star Wars Night et compagnie, et même pour Electroland, à baisser le prix au fur et à mesure, où Et les les mecs premiers qui qui a ont payé au payé, début, ils se sont fait avoir. Ouais. Le problème avec eux, c'est que qu'on a déjà dit, hein, tu vois, enfin, t'as d'un côté la soirée du réveillon de Nouvel An ou même d'Halloween qui ont tendance à être vite épuisées Ouais. et pleines. Et d'un autre côté, t'as donc ces soirées où là, tu sais qu'au dernier moment vraiment ce qu'il va y avoir de façon précise. Et finalement, les prix finissent par baisser. Et si t'as acheté trop vite, tu te fais avoir. Donc, potentiellement fait avoir. on sait jamais avec eux et ça devient vraiment pénible là-dessus. Faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus. Ok. Bah merci pour ce point très complet. Donc suivez surtout tous les jours sur Twitter les annonces quotidiennes parce que à mon avis il va y avoir encore des choses révélées. Donc il faut vraiment suivre et surtout si vous avez des packages, vous êtes intéressé pour des packages, le 15 janvier traînez pas, surtout pour les packages thématiques et premium qui sont, je l'ai dit, hein, il y en a entre 16 et 100. Donc selon les packages, 16 va falloir aller très vite. Quoi. Ah oui, 16 oui, effectivement. Oui. Ah c'est pour la soirée VIP a priori. Le repas VIP oui. Non, pas que ça. Pas forcément. Ouais. Pas forcément, c'est variable en fait. T'as des rencontres VIP avec les personnages qui sont limitées à 16 personnes, tu vois. D'accord. Bon, donc c'est vraiment étrange et encore une fois très flou quoi finalement. Ok, merci pour toutes ces infos. Maintenant qu'on a bien fait les dramas de Paris, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la Floride. Epcot fête ses 35 ans. Et maintenant, 35 ans d'histoire, mais qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite, etc. On a plein de questions à poser à Jean-Philippe de Destination Walt Disney World. Rebonsoir, rebonjour. Rebonsoir. Bonsoir. Et là, il y a un petit décalage, puisque et forcément, il se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, Jean-Philippe. Tout à fait, oui. Encore une fois, merci d'être venu, merci d'être avec nous pour discuter de tout ça. Je vais laisser la main à Éparcurien, qui a vachement plus potassé le sujet que moi-même. Et pour être clair, Epcot, nous, on n'y a jamais mis les pieds. Et donc, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a à savoir justement sur ce parc. On n'y a pas encore mis les pieds, je tiens quand même à préciser. Ça va arriver bientôt. Et donc, Epcot, ça part à la base d'une idée de Walt Disney, donc, qui était un peu de créer la ville de demain, entre guillemets, où les inventeurs et des choses comme ça pourraient se rassembler, avoir des systèmes de transport ultra sophistiqués, ultra bien organisés. Un peu une ville privée, finalement, créée par la Walt Disney Company. Donc finalement, ça s'est pas fait comme ça suite à la mort de Walt, qui était vraiment la personne qui portait ce projet. Et il y a eu un parc à thème qui porte ce nom. Donc tu es bien d'accord avec moi, Jean-Philippe, sur tout ça? Oui, tout à fait. En fait, l'idée originale vient de problèmes que Walt avait avec le parc original en Californie, c'est-à-dire Disneyland, dans lequel, en fait, une ville s'était construite autour du parc de Disneyland. Donc, beaucoup d'hôtels, de boutiques, de restaurants, et pas nécessairement tous de la qualité que la compagnie Disney et surtout Walt souhaitait. Donc, le projet initial était vraiment de pouvoir recréer un Disneyland ailleurs aux États-Unis, mais avec un espace suffisant, en fait, pour construire tous les projets qu'il désirait, et en particulier, justement, cette ville-là, en fait, qui avait comme nom, justement, Epcot, donc Experimental Prototype Community of Tomorrow, donc un prototype expérimental de la communauté de demain. Donc, comme tu le disais, endroit où on mettrait en valeur la technologie, les idées novatrices, où les gens pourraient vivre, mais aussi s'amuser, découvrir le monde. Puis le projet a vraiment beaucoup bougé là, dans ces années-là, dans la tête de Walt, dans ses différentes idées. On peut en voir encore un petit peu aujourd'hui de cette idée-là quand on va du côté de Magic Kingdom. Il y a une toute petite partie d'un modèle qui avait été conçu
construit, là, une maquette qui avait été construite pour cette ville-là qui s'appelle Progress City. On peut en voir un petit bout quand on va dans l'attraction du Tomorrowland Transit Authority, donc on en voit une section. Mais c'est vraiment, ça représente une petite partie de tout ce qui était vraiment le projet original. À un certain moment donné, même, on parlait de mettre cette ville-là sous un dôme pour pouvoir en contrôler la température et tout, là. Donc, on était vraiment rendu là. C'est génial. Walt, Vraiment de la science-fiction, quoi, finalement. Oui, à quelque part, c'est vraiment, il y avait un côté vraiment science-fiction à tout ce projet-là. Mais Walt était vraiment quelqu'un qui était vraiment intéressé par toute, justement, cette technologie-là. Puis, il y avait toujours, dans chaque ville où il a habité, il y avait toujours certains irritants là, qui le détestaient puis qui voulaient justement créer un endroit où on pourrait justement éliminer ces irritants-là, où que tous les gens pourraient y vivre d'une façon moderne, mais aussi profiter justement de toute la technologie là, qui pouvait être développée. Là. D'accord. Et donc finalement, un peu à sa mort, il n'y a eu personne un peu pour reprendre le flambeau et porter ce projet. Et donc, ça s'est transformé en parc, donc le fameux parc Epcot, le deuxième parc Disney, le tout premier qui n'est pas un royaume enchanté, hein, comme on dit. Tout à fait. Donc, si je ne m'abuse, il avait été prévu à l'origine qu'il soit divisé en 2 parcs différents. Et ils l'ont finalement rassemblé. Donc le World Showcase d'un côté et l'autre c'est le... World of Tomorrow, quelque chose comme ça. Le Future World. Oui, voilà, Future c'est ça. World. En fait, c'est comme toutes les, comment je pourrais dire, il y a eu une espèce, pas de bataille interne, là, mais il y avait certains conflits internes au niveau de la compagnie Disney à ce moment-là, justement, de où mettre ce parc-là, parce qu'au départ, ça devait être carrément un parc voisin du Magic Kingdom, alors que présentement, il est vraiment plus loin. Là, il y a quand même une bonne distance entre les deux endroits. Certains, justement, employés de Disney, de haut placés, tout ça, eux voyaient davantage... un parc qui allait se concentrer sur toute justement la nouvelle technologie, alors que d'autres voulaient vraiment mettre l'emphase sur la découverte, la culture internationale et tout ça. Et finalement, justement, ces deux idées-là se sont comme jointes ensemble, puis ça a donné le parc, en fait, qui est aujourd'hui. Puis c'est vraiment, tu sais, à la base, il y a eu même une certaine période où ce parc-là n'était même plus dans les plans. Là. Au départ, on s'est vraiment concentré sur le Walt Disney World Resort, parce qu'on se disait, sans justement Walt pour guider le projet, on ne voyait pas comment on pourrait faire une ville. En fait, on ne voyait pas comment justement on pourrait amener à bout ce projet-là. C'était vraiment un projet vraiment intéressant à la base. Moi, je suggère même aux gens qui nous écoutent, là, c'est aller faire un petit tour sur YouTube pour voir justement le film dans lequel Disney présente lui-même son projet. Sur YouTube, cherchez tout simplement Florida Project Disney. Vous allez trouver le film. Ça dure 25 minutes environ. Puis c'est la dernière fois, le dernier film dans lequel on voit Disney avant sa mort. Oui, puis, il a tourné, je crois, 1 mois ou 2 avant de mourir. C'est en plein ça, puis c'est vraiment intéressant. Puis tout le côté aussi, c'est tout le côté développement du projet, parce que il y a quand même quelque chose qui est resté de ce projet-là à la base, c'est-à-dire que en faisant l'acquisition de tous ces terrains-là, puis l'espace qui est vraiment du côté du Walt Disney World Resort, on a quand même gardé justement un certain côté ville, c'est-à-dire que la compagnie a quand même réussi justement à créer, grâce à toutes ces idées-là, les 2 districts de Lake Buena Vista et de Reedy Creek Improvement, ces 2 entités gouvernementales du côté de la Floride maintenant qui permettent à la compagnie Disney de eux-mêmes avoir une certaine latitude au niveau des règlements, des lois, tout ça dans leur district. Donc, ça a permis vraiment, justement, de développer énormément là, le Walt Disney World Resort. Puis, si cette partie-là aussi vous intéresse de l'histoire des parcs de la Floride, il y a un excellent livre sur le sujet qui s'appelle Project Future, qui raconte tout ça du côté vraiment même très légal. Parce que il y aurait pratiquement un film d'espionnage à faire avec toute cette histoire-là. Oui. Il y a des fausses compagnies qui ont été créées pour acquérir les terrains, parce que c'est comme plein de petits lots qui ont été
acheté pour en faire un immense terrain, mais si les gens avaient su que c'était la compagnie Disney qui voulait acheter ces terrains-là, beaucoup plus cher, oui. Effectivement, donc il est vraiment là, c'est digne là, d'un film d'espionnage. C'est génial. C'est vrai que c'est assez fascinant. C'est fascinant, puis le livre Project Future est vraiment très très bien écrit, très très bien documenté, puis ça vaut la peine si c'est une partie de l'histoire Disney là, qui vous intéresse, d'y jeter un coup d'œil. D'accord, merci beaucoup du conseil. Et du coup, ce parc à l'ouverture, il consistait, donc on l'a dit, ces deux parties finalement qui se sont rejointes, donc Future World et World Showcase. Donc pour décrire un peu brièvement, s'il y a le World Showcase où on a un ensemble de pavillons autour d'un lac et de pavillons qui représentent chacun un pays différent. Et le Future World, donc, qui est cette idée de technologie du futur, mais vraiment plus dans un... Là, on bascule vraiment dans un registre plus parc à thème, finalement, que de la ville du départ, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment... dans le fond, c'est vraiment... Comment je pourrais dire? Les idées, justement, qu'on voulait démontrer au niveau de la ville, on voulait intégrer dans cette ville-là toutes les nouvelles technologies, tout ça, ben, on a décidé de les présenter, mais sous forme, justement, là, de parcs thématiques. C'est ça. Donc, comment est-ce que tu définirais ce parc à son ouverture, au niveau de son approche? Est-ce que c'était un parc plutôt adulte, plutôt familial? Parce qu'on a souvent tendance à dire en fait que Epcot est un parc entre guillemets pour seniors et enfin en partie pour tests seniors, notamment avec son festival de la nourriture et du vin qui a lieu, je crois, en automne tous les ans. Et est-ce qu'il y a vraiment cette idée-là de parc un peu à part, ou dans le sens où le public qui vise est vraiment différent des autres? À l'ouverture du parc, c'était pas l'objectif premier, parce que les parcs Disney ont toujours eu comme objectif de rassembler les familles. Oui. Donc, c'était pas nécessairement le but visé. Oui, par contre, il y avait un objectif beaucoup plus éducatif qu'un parc thématique comme un parc du type Royaume Enchanté, disons. Dans le fond, il y avait même une expression qui avait comme été inventée justement pour mieux présenter le parc Epcot. C'était edutainment, donc qui était un mix entre le mot éducation et entertainment, donc on a jumelé ensemble, donc c'était comme pour s'amuser tout en apprenant également, donc c'était vraiment le but visé du côté autant de Future World que du World Showcase. Donc oui, c'est vrai qu'on entend souvent que c'est peut-être un parc plus adulte, mais ça veut vraiment pas dire que les enfants ne peuvent pas apprécier non plus. Pour ma part, moi, mes enfants ils vont depuis très 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 longtemps, puis ça a toujours été un de leurs parcs préférés. Bon, ils sont maintenant rendus adultes, là. Il y en a une qui est plus jeune encore, mais ça a toujours resté quand même un de leurs parcs préférés. Par contre, ça demande peut-être une approche différente quand on le visite. Puis peut-être justement un petit effort supplémentaire pour les parents à vendre l'idée derrière Epcot aux enfants, mais une fois qu'on trouve la bonne façon de le visiter, la bonne façon de le présenter, je pense que c'est un parc qui peut vraiment se démarquer par rapport aux autres. Et c'est amusant parce que nous en France, on a pas mal de parcs qui ont essayé un peu de faire de l'amusement éducatif. Oui. La plupart se sont finalement un peu plantés et ont fini par abandonner cette idée-là pour repartir vraiment davantage sur l'entertainment, donc le divertissement. Et est-ce que c'est un peu la même chose qui s'est produite avec Epcot finalement ou pas? Ou est-ce que vraiment encore aujourd'hui le côté éducation reste là? Est-ce qu'il a un peu diminué? Est-ce que ça reste le même équilibre? Non, effectivement, ça l'a vraiment diminué. Je dirais surtout dans la présentation. Je crois qu'il y a toujours quand même un intérêt, un objectif à conserver cette fonction-là du parc. Par contre, ce n'est plus ce que c'était auparavant, là, dans le sens que une attraction, exemple, comme Test Track, encore aujourd'hui, va démontrer quand même certains aspects justement de la technologie derrière toute la création et l'engineering des voitures, quoi que ce soit, mais c'est beaucoup moins éducatif que ça pouvait l'être à l'époque, par contre, dans d'autres attractions ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr que maintenant, on intègre beaucoup d'avantages également, soit des franchises Disney ou justement que ce soit des personnages, des trucs comme ça. On essaie de rendre ça un peu plus familial. Donc oui, c'est peut-être
diminué un petit peu là, la part éducation par rapport à ce que c'était au départ à l'ouverture du parc. Mais je pense que ça reste toujours quand même un des objectifs. Ce n'est plus l'objectif premier, mais ça demeure un des objectifs du parc. Là. D'accord, oui. Pour situer un petit peu, Test Track, c'est un peu cette attraction où vous concevez vaguement votre voiture dans la file d'attente et ensuite vous rentrez dedans et vous avez un espèce de parcours et des accélérations. Vous faites le test en fait de cette voiture, des virages, des choses comme ça. C'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Donc, c'est ça, toute une première partie à l'attraction où, justement, on peut tout concevoir sur des écrans, puis en apprendre justement un petit peu sur quelles sont les caractéristiques d'une voiture pour respecter des normes environnementales, mais aussi pour améliorer la performance, améliorer la puissance d'une voiture. Donc, on en apprend un petit peu, mais ça reste tout simplement maintenant... c'est une simple petite introduction à ce que ça peut être. C'est plus un enrobage qu'autre chose, quoi, finalement, c'est ça? C'est en plein ça. Mais on garde quand même cet aspect-là de dire, bon, on en apprend quand même un petit peu avant d'aller faire une attraction. Alors qu'avant des premières attractions, c'était vraiment plus intégré, puis l'attraction en tant que telle présentait davantage un aspect éducatif là, qui était beaucoup plus présent. Là. D'accord, donc on peut dire que c'est un peu la façon dont a évolué le parc au fur et à mesure, c'est vraiment cette continuité vers de plus en plus, tout doucement, de sensations, de franchises et de choses comme ça, oui. Quoi. Effectivement, parce qu'au départ, à l'ouverture du parc, on n'avait aucunement l'intention que des personnages y soient présents. En fait, dans les 2 premières années d'ouverture, il n'y avait aucun personnage. Disney, oui, les personnages Disney n'étaient pas présents dans ce parc-là. On voulait vraiment faire une coupure. Et c'est en 84, alors que c'était Michael Eisner qui était à la tête de la compagnie Walt Disney, que lui ne comprenait pas pourquoi, justement, on ne profitait pas de l'attraction de ces personnages-là, justement, envers les familles, envers les jeunes enfants, et les intégrer dans les parcs. Et là, tranquillement, pas vite, on a commencé à voir Mickey, Dingo et compagnie, Donald, dans le parc, là, vêtus de vêtements futuristes et tout ça, là. Mais on les intégrait tranquillement. Puis là, maintenant, ils sont de plus en plus présents, avec également des personnages dans les différents pavillons du monde au niveau du World Showcase. Donc, par exemple, en Allemagne, on peut rencontrer Blanche-Neige, alors qu'en France, on va plutôt rencontrer Belle, la Bête. On va rencontrer également la Belle au bois dormant. Donc, on intègre comme ça. On peut rencontrer Mary Poppins ou Alice au Pays des Merveilles du côté du Royaume-Uni. Donc, maintenant, sont de plus en plus intégrés. Puis tout à l'heure, justement, si on parle davantage du futur du parc Epcot, mais justement, là, on va les intégrer de plus en plus, effectivement. Là. Oui, parce qu'on peut le dire très rapidement, en fait. La dernière attraction qui a ouvert à Epcot, si je ne m'abuse, c'est bien la Reine des Neiges, donc Frozen Ever After. Tout à fait, oui. Qui avait créé une certaine colère chez les fans de Disney lorsque ça avait été annoncé. Oui, parce que ça remplace une attraction en Norvège, c'est ça, Maelstrom, je crois? C'est en plein ça. Puis là, c'était comme l'intégration dans un pavillon du monde qui présente un pays... réel, oui. Réel, la Norvège, dans lequel on intégrait une attraction sur un pays inspiré en partie de la Norvège, mais qui est un pays, en fait, totalement inventé. Là. Donc, Arendelle n'est pas dans le dictionnaire encore. Ouais. Non, effectivement. Donc ça avait causé vraiment une certaine colère chez les fans. Après coup, on peut tout simplement dire que, cette attraction-là est un réel succès au niveau de l'achalandage, en fait, au niveau du fait que beaucoup de gens vont visiter cette attraction-là. C'est une attraction qui est tout simplement magnifique visuellement, qui est quand même bien intégrée dans le concept, justement, de la Norvège, mais ça reste que ce n'est quand même pas une représentation de la Norvège en tant que telle, mais ça reste quand même une belle attraction, il faut l'avouer. Ouais, c'est une super attraction, mais effectivement, ils ont décidé de laisser tomber le concept original sur ce coup-là et de se dire, on va essayer de faire venir des gens, quoi. C'était juste ça l'objectif. C'est en plein ça, oui. Oui, c'est ça. Puis l'intérêt aussi d'une licence aussi forte que la Reine des Neiges, c'est que n'a pas besoin un peu de construire une énorme montagne ou je sais pas quelle montagne russe pour attirer des gens. Ouais. Il suffit un peu de un dark ride finalement, même pas extrêmement ambitieux parce que c'est peut-être pas la plus grosse attraction quand même du resort, mais ça suffit finalement à attirer les gens et à les satisfaire, quoi.
Tout à fait, puis on a conservé en plus tout ce qui était de la piste de l'ancienne attraction. Tout ce qu'on a fait, c'est une adaptation des décors et tout ça. On a apporté certaines corrections pour agrandir un petit peu, dans le sens que avant, où on embarquait dans l'attraction à un endroit et on débarquait à un autre endroit, alors que maintenant tout se fait au même endroit. Donc toute la section où avant se faisait la sortie, puis on a récupéré ça pour ajouter une scène. Donc c'était quand même assez simple à faire, puis c'est visuellement là, très très bien réussi. Là. Ouais, c'est vraiment de l'adaptation plus qu'une nouvelle attraction finalement. Même si évidemment il y a beaucoup de travail derrière. On voit évidemment dans le futur, comme on le disait, en plus de la Reine des Neiges, donc qui arrive au World Showcase, on a Ratatouille qui va arriver lui donc en France évidemment. Oui. Tiens, petite question, je sais pas si tu as eu l'occasion de faire l'attraction Ratatouille à Paris ou pas du tout. Je sais pas si tu... Non, malheureusement, non, je n'ai jamais visité encore les parcs en France, donc ça devrait se faire quand même assez bientôt, mais pour l'instant, non, j'ai pas eu la chance de le voir encore. D'accord, vous avez un peu attiré finalement qu'est-ce que Ratatouille, ça... C'est vraiment une attraction qui intéresse ou c'est plus en fait, ça a été venir comme Non, ça a plutôt été très très bien accueilli. Je crois que les gens étaient très curieux après avoir vu que ce soit des vidéos ou des images de ce qu'est cette attraction-là. Et quand on y pense, contrairement justement à une attraction comme celle de la Reine des Neiges, je crois que celle de Ratatouille ne peut pas être mieux intégrée que où elle va être, oui, c'est-à-dire dans le pavillon de la France. Donc, que ce soit visuellement au niveau de l'extérieur ou quoi que ce soit, ça s'intègre vraiment parfaitement avec ce qui est déjà sur place. Donc, je pense que c'est vraiment une belle façon de plaire autant aux fans purs et durs du parc Epcot que de plaire aux gens qui sont intéressés justement par les franchises Disney puis qui aimeraient justement avoir plus de présence de ces franchises-là. Parce que pour les gens qui sont jamais allés du côté de Epcot, la partie World Showcase, moi personnellement, je l'adore, mais par contre, un des commentaires qu'on entend souvent des jeunes familles, des trucs comme ça, c'est justement que peut-être, étant donné qu'il y a beaucoup moins d'attractions que dans l'autre section du parc, c'est peut-être une section qui est peut-être justement moins intéressante pour les jeunes familles et d'amener des attractions de ce type-là en les intégrant de façon, j'allais dire, intelligente là, dans les pavillons. Ben, je pense que ça peut juste être un plus pour Epcot en fait. Ouais, c'est marrant parce que effectivement, c'est la remarque qu'on fait souvent à propos de l'attraction Ratatouille en France, c'est que elle est bien, elle est magnifique, mais reconstruire Paris dans Paris, bah oui, nous on l'a déjà à Paris, donc c'est un peu, alors c'est une vision un peu romancée de Paris, mais ça ressemble beaucoup à des anciens quartiers que nous on voit régulièrement. C'est pas vraiment des paysans quoi. Et du coup oui, que ça a énormément de sens pour le coup que ce soit mis dans un showcase comme ça, dans un pavillon dédié à la France, si loin. Là pour le coup, effectivement, ça a tout son sens. D'autant que le pavillon existe déjà, donc encore une fois, finalement, c'est un budget, parce qu'il faut construire une attraction qui est, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est une attraction ambitieuse, qui a coûté vraiment très cher en France, mais qui a beaucoup de défauts au niveau de son exécution, et notamment des transitions entre les scènes, des décors qu'on voit un peu trop, des murs un peu noirs qu'on voit autour des écrans. Il y a peut-être moyen que vous ayez un peu une version plus, j'ai envie de dire, avec... Oui. Les premiers problèmes un peu résolus et une attraction un peu plus fluide, un peu meilleure encore. Donc ouais, on imagine que ça fait plaisir, je pense, de se dire que oui, on va voir ça. J'enchaîne un petit peu là encore pour les Gardiens de la Galaxie. Alors là, c'est plus dans Future World, je crois. Je ne suis pas sûr de moi, mais j'imagine. Oui, tout à fait. C'est dans la section Future World, effectivement, dans une attraction en fait qui était auparavant le pavillon Universe of Energy, dans lequel effectivement, on retrouvait... qui a fermé cet été, oui. Oui, qui a fermé cet été. Effectivement, j'ai même eu la chance d'être présent pour la toute dernière représentation de cette attraction. Ah oui, avec la fameuse panne. Oui, avec la fameuse panne, qui était plutôt ironique, étant donné que c'était un pavillon qui présentait justement l'énergie. Et on a eu une panne d'énergie pendant la dernière représentation. Oui, puis on est tombé en panne alors qu'on était peut-être au tiers de l'attraction. Par contre, on a eu l'occasion, en fait, Disney ont ouvert les portes des différents véhicules et on a eu la chance d'aller marcher carrément dans les décors, puis de sympa. De voir l'envers du décor. Puis non, ça a été vraiment... C'est devenu
une espèce d'expérience unique, là, puis les gens ont passé beaucoup de temps justement à prendre des photos directement, parce que dans cette attraction-là, pour expliquer aux gens, on voyait certains... ça durait quand même autour de 40 minutes, là. C'était des espèces de véhicules immenses. Il y avait 3 véhicules, c'était comme des salles de cinéma, si on veut, qui se déplaçaient. Donc, on allait voir des extraits de films, des fois en 360, des fois devant nous, et on passait à travers certains décors également. Puis une partie de cette attraction-là, on voyait des dinosaures, puis tout ça, puis donc on a pu se faire prendre en photo, justement, avec ces immenses audio-animatroniques de dinosaures, puis les gens étaient encore plus contents, je pense, de pouvoir faire ça que de faire l'attraction une dernière fois. Ouais. Mais c'était quand même ironique là, d'avoir une panne dans une attraction dédiée à l'énergie. C'est drôle. Mais c'est justement, c'est cette attraction-là, en fait, ce pavillon-là, qui va maintenant être utilisé comme, en fait, pour le pre-show de la prochaine attraction, puis également comme zone d'embarquement. Puis par la suite, ça va être un nouveau bâtiment qui va être construit comme à l'extérieur du parc actuel, dans lequel on va pouvoir expérimenter pour la première fois un roller coaster, donc une montagne russe dans le parc Epcot, en fait. Là. C'est la première fois qu'on va pouvoir avoir la chance d'avoir une montagne russe du côté d'Epcot. Encore là, par contre, j'ai hâte de voir de la façon qu'on va le présenter, mais de la façon que, en fait, pour le peu d'informations qu'on a pour l'instant, le côté, justement, éducation, sans mettre pour une première fois mis de côté pour la partie Future World là, du côté d'Epcot. Là. Bah avec les Gardiens de la Galaxie, ça va être compliqué quand même, oui, de faire de l'éducation tant le truc est surréaliste et... oui, du coup, donc on sait juste que ça va être une montagne russe, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, il me semble, pour l'instant. Non. La seule chose qui nous a été confirmée, en fait, c'est qu'il n'y aurait pas d'inversion, donc ce serait une montagne russe plus traditionnelle. Là. Il n'y aura pas de loop ou de quoi que ce soit. Ça va être vraiment... Mais apparemment que ça va être une attraction très, très, très rapide, par contre. Mais pas de loop, malheureusement. Ok. Ouais. Ce sera aussi, je me trompe peut-être, mais je crois que ce sera la toute première attraction Marvel à Walt Disney World, qui peut pas construire tout ce qu'il veut à cause des différents contrats avec entre Disney et Universal, oui. Effectivement, en raison du contrat qui avait été signé avec Universal avant que Marvel soit vendu du côté de Disney. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir de la façon qu'ils vont présenter cette attraction-là, parce que assurément, on ne pourra pas voir le nom Marvel à nulle part. Gardien de la Galaxie doit tomber à quelque part dans la zone grise, dans les cracks du contrat, là, mais assurément que le nom Marvel ne sera pas nulle part, parce que ça, ils n'ont vraiment pas le droit là, que le nom Marvel soit visible dans un parc Disney du côté de l'Est des États-Unis. Là. Ah ouais. C'est marrant comme situation, ça aussi. Oui, tout à fait, parce que... Une attraction Marvel sans parler de Marvel, c'est compliqué, quand même. Ouais, effectivement, parce que même au niveau du monorail du côté de Disney, en fait, il y a 2 monorails à Disney World. Il y en a un qui fait le tour des hôtels à côté du parc Magic Kingdom, et un autre qui fait le lien entre Magic Kingdom et Epcot, et qui entre à l'intérieur du parc Epcot. Quand on arrive en monorail de Magic Kingdom et on s'en va à Epcot, il y a une certaine section du monorail, on entre carrément dans le parc. Et Disney a toujours, depuis quelques années, l'habitude de transformer, disons, ces monorails, de les décorer selon différents films qui vont sortir dans les prochains mois, prochaines semaines. Et à chaque fois qu'il y a un film Marvel qui est annoncé, il y a seulement le monorail qui fait le tour des hôtels qui peut être décoré, parce que celui qui entre dans le parc... Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, parce que le nom Marvel y apparaît. On n'a pas le droit de voir le nom Marvel dans un parc Disney. Donc, ça fait un petit peu spécial. Oui, c'est bizarre, oui, effectivement. C'est un peu bizarre. Puis là, de plus en plus, là, maintenant que Disney ont acheté Fox, Century Fox, ça va être encore... J'ai hâte de voir ça va être quoi la suite des choses, parce que maintenant, les Simpsons vont être détenus par Disney, alors qu'il y a des attractions Simpsons à Universal. Universal, ouais, c'est très bizarre, donc, effectivement. C'est très, très étrange ce qui se passe actuellement. Heureusement, Avatar est encore du côté de Walt Disney World. Oui. Et donc tous ces changements, un petit peu toute ce côté vraiment où on part plus sur de la franchise, de la licence, et moins du côté de l'éducation. Comment c'est vu? Est-ce que ça divise beaucoup la communauté? Est-ce que finalement les gens trouvent ça plutôt bien de sortir un peu des 18 documentaires qu'il y a sur les films au niveau du World Showcase pour faire
chose de plus ludique finalement, ou est-ce que les gens crient un peu au blasphème et la trahison de l'héritage de Walt, quoi, finalement? Je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont vraiment justement offusqués de ce qui se passe présentement. Par contre, veut pas, peu importe la position qu'on a face au développement d'Epcot, il y a personne, par contre, qui s'objecte à ce qu'il y ait de la nouveauté, parce que ce parc-là a vraiment besoin de sang neuf, de nouvelles attractions. Donc, il y a ce côté-là qui est bien reçu par tout le monde, de voir qu'il y a un intérêt à développer le parc en tant que tel. Par contre, justement, les fans purs et durs d'Epcot ont beaucoup de difficultés à accepter justement l'apparition de toutes ces franchises-là dans ce parc-là. Parce que il y a certaines franchises comment je pourrais dire, tout de suite on peut voir qu'ils seraient beaucoup mieux présentés dans d'autres parcs, que ce soit entre autres à Hollywood Studios, où là on met l'emphase le cinéma, les trucs comme ça. Donc on dit bon, pourquoi pas les Gardiens de la Galaxie dans un parc comme ça plutôt que dans un parc Epcot qui est là pour présenter les pays du monde et la technologie. Donc il y a ce côté-là, mais par contre, je veux dire, l'intégration des franchises Disney dans leur parc est inévitable. Puis je crois aussi que ça amène du monde justement dans les parcs là. Donc les gens sont vraiment divisés là. C'est sûr que quand on va voir justement ces attractions là, peut-être que là les gens vont peut-être apprécier davantage l'idée quand on va pouvoir justement expérimenter ces nouvelles attractions là et voir en fait vers où ils s'en vont, parce que pour l'instant ça reste flou là. On sait qu'ils veulent faire des rénovations majeures à Epcot, à la partie Future World, tout ça, mais ça reste très très flou et on a peu de détails sur les prochaines attractions, à l'exception bien sûr de Ratatouille, étant donné qu'il y en a déjà une semblable du côté de la France là. Ouais, effectivement. Un point aussi qui peut être intéressant à ce niveau-là, c'est que on peut supposer que Disney part du principe que les gens qui veulent aller à Walt Disney World vont pas forcément prendre le temps de faire tous les parcs. Ils vont peut-être s'arrêter au Magic Kingdom ou peut-être à Disney Hollywood Studios avec Star Wars Land bientôt. Oui. Et peut-être que le fait d'attirer du Marvel, de faire du Marvel vraiment de haute voltige, puisqu'on parle du Montagne Russe, donc a priori de quelque chose d'assez conséquent en termes d'ampleur. C'est pas une façon plus facilement d'attirer les gens qui connaissent pas trop les parcs et qui savent pas trop que Epcot c'est quand même un sacré parc avec, quoi qu'on en dise, beaucoup de contenu que nous on aimerait bien avoir en France, hein. Je pense à Sorin et à des choses comme ça. Oui, c'est un parc qui est vraiment à découvrir, puis que souvent justement n'est peut-être pas le choix numéro 1 des familles. Pourtant c'est vraiment un parc à découvrir. On en parlait un petit peu, c'est un parc qui plaît beaucoup aux adultes aussi, là, quand les gens vont en voyage entre adultes, passent habituellement beaucoup de temps du côté d'Epcot, d'autant plus que c'est rendu un parc où... en fait, c'est rendu le parc des festivals, là, parce que maintenant, à peu près tous les mois de l'année, il y a différents festivals qui seront présentés du côté d'Epcot, que ce soit le Festival of the Arts, le Food and Wine Festival, le Flower and Garden Festival. Il y a de plus en plus de festivals qui sont présentés là et... de plus en plus sur des périodes importantes, donc c'est rendu pratiquement un parc où il y a un festival à chaque jour de l'année. C'est ça, puis c'est un endroit qui plaît vraiment, vraiment beaucoup justement aux adultes. Puis les restaurants sont excellents, les kiosques de nourriture sont excellents, donc c'est vraiment un beau parc à découvrir, un grand parc aussi, puis il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à voir à Epcot là. Okay. Oui, donc il y avait juste au niveau des attractions où finalement il y avait un peu de retard. On sent en ce moment que le focus est sur les Disney Hollywood Studios qui sont presque reconstruits pratiquement, et qu'une fois que ça se sera passé, on imagine que ça va vraiment se déporter sur Epcot, ou qui deviendra à son tour de plus en plus d'arrivées. Enfin là on a déjà mine de rien Reine des Neiges, Ratatouille et Gardiens de la Galaxie. Je vous assure que s'ils font ça à Disneyland Paris, on est rendu en 2040, hein, mais puis là, on entend plein de choses aussi. On entend depuis
plusieurs années maintenant la possibilité de peut-être ajouter une attraction basée sur Mary Poppins du côté du Royaume-Uni. On attend de voir ce que le deuxième film va avoir comme succès là, en salle peut-être. Effectivement, qui sort en fin d'année, oui. C'est ça, donner le feu vert. On entend aussi beaucoup de l'intégration d'une attraction peut-être du côté de la Chine, mettant en vedette Mulan. Donc on entend beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses qui circulent justement là, concernant les pavillons. Au Japon, là on parle également peut-être d'une intégration d'une ville qui n'existe pas, c'est-à-dire San Francisco, oui. C'est en plein ça dans Big Hero 6. Donc on entend beaucoup de choses encore sur Epcot. Puis avec le 50e anniversaire du resort qui s'en vient dans quelques années, probablement qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont être annoncées également dans les prochaines années. Là. Effectivement. Et donc petite question un peu à part, est-ce que toi tu es content du développement du parc? Enfin, tu as déjà un peu répondu finalement, donc. Oui, je suis quand même assez content dans le sens que le parc, comme je le disais, a besoin de 109, a besoin de nouvelles attractions. Moi, je me situe peut-être entre les deux, là, entre les gens qui sont des purs et durs et qui aimeraient voir le côté éducation demeurer puis être mis en valeur, et ceux qui veulent vraiment avoir plein de nouveautés et plein de nouvelles choses du côté d'Epcot. Donc, je suis entre les deux, puis j'attends de voir justement quelles seront ces nouveautés-là, puis de quelle façon ça va être présenté, là. Et autre question un petit peu plus personnelle peut-être et moins Epcot, est-ce que il y a quelque chose à Disneyland Paris qui intéresse toi ou les fans de Walt Disney World en général? C'est vraiment, on sait jamais, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que chez vous avez entendu parler de quelque chose qui à Disneyland Paris en fait, il y a quelques items qu'on entend souvent parler. En fait, la plupart des gens, quand ils reviennent de Disneyland Paris, la première chose qu'ils nous parlent, c'est toujours la beauté incroyable de votre château. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui marque les gens. On dit que c'est, pour la plupart des gens qui ont vu plusieurs parcs Disney, ils reviennent toujours en disant que c'est le plus beau château des parcs Disney. J'entends aussi beaucoup de belles et bonnes choses de l'attraction, mettant en vedette en fait Crush du côté de Finding Nemo. C'est le Crush Coaster, ouais. Oui, ça, on entend vraiment beaucoup de belles choses sur cette attraction-là. Puis la plupart des gens aussi qui reviennent de Disneyland Paris nous disent toujours qu'ils rêvent d'avoir un restaurant Walt du côté d'un des parcs de Floride également. Ah oui, d'accord. Ah oui, la gastronomie à la française, bien sûr. Mais c'est vraiment je dirais les points majeurs que souvent j'entends parler de gens qui sont allés en France, ils reviennent toujours avec ces commentaires-là. C'est en majorité là les commentaires qu'on reçoit là. D'accord. Non, parce que de notre côté, ce qui ressort le plus, enfin souvent ce que les gens disent, c'est que c'est vraiment le show dont on parlait un peu plus tôt, Mickey et le magicien, qui est pour beaucoup considéré comme un des tout meilleurs spectacles des parcs Disney tout court en fait, et même ailleurs, ce qui est toujours un peu difficile à se rendre compte pour nous qui avons tendance à vous envier beaucoup de choses et à pas se rendre compte forcément l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, comme on dit, hein, mais du coup, je sais pas. Mais effectivement, parce que nous, du côté de notre podcast, on a un collaborateur qui est un cast member Disney, puis Michel, qui travaille sur beaucoup de spectacles à travers le monde dans les parcs Disney, dont principalement, j'étais côté de Disneyland Paris, puis il y a toujours des commentaires fabuleux envers ce spectacle-là. Là. Ah oui, il est vraiment. C'est vrai qu'il est vraiment exceptionnel. Hein. Ok, merci Parcurien pour les questions, merci Jean-Philippe d'y avoir répondu. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On remercie tout le monde d'avoir suivi Rien que d'y penser, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission. On espère vous avoir fait rêver un peu comme d'habitude. Je redis merci à Jean-Philippe parce qu'il a été présent, il a accepté notre invitation et ça c'est très sympa. Super, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le podcast, bien entendu, Destination Walt Disney World. Vous tapez destinationwdw.com pour aller sur Podcast Addict, évidemment. Sur iTunes, sur tout ce qu'il faut. C'est un vrai bon podcast et comme tous les bons podcasts, ils se trouvent là où il faut. Ça, on leur fait recommande chaudement. C'est une façon de découvrir Walt Disney World sans vous spoiler, avec des vidéos. Contrairement aux vidéos, on peut imaginer un peu sans vraiment tout voir avant d'y aller. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve.
Alors vous pouvez nous retrouver nous sur rienquedipenser.com, sur le Twitter @rienquedipenser. Le podcast est également disponible sur iTunes, Stitcher, Podcast Addict, etc. La chaîne YouTube de IGN France qu'il ne faut pas oublier. On vous encourage à vous abonner et à commenter l'épisode, notamment sur iTunes. Et faites pareil sur Destination de Walt Disney World, il le mérite aussi. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. Rien que d'y penser est un podcast IGN France. Merci Éparcurien et Jean-Philippe. Et à bientôt. À bientôt.